Je jure que si jamais tu dis à quiconque que j'ai pleuré au milieu du parking d'un Cracker Barrel, je le nierai de toutes mes forces. C'est ainsi que tout a commencé. Enfin, pas exactement l'histoire, mais le moment où j'ai réalisé que ce voyage serait quelque chose que je porterais avec moi pour toujours. Je m'appelle Marlene, j'ai 59 ans et je viens de devenir une empty nestée. Mes enfants ont quitté la maison et je travaille dans le même petit bureau d'assurance en Caroline du Nord depuis plus de 20 ans. Mon patron, Doug, qui est divorcé depuis les années 90 et qui écoute toujours la même cassette de Bruce Springsteen dans son camion, a décidé qu'il était temps que nous assistions ensemble à la conférence régionale d'assurance à Nashville. Ce n'était pas inhabituel qu'un de nous y aille, mais c'était la première fois que Doug me demandait de l'accompagner, et pas de manière drôle, juste comme ça. Tu l'as bien mérité, Marlene. J'aimerais t'accompagner. Je pensais qu'il parlait d'un point de vue professionnel. Il a même dit par fax, comme si c'était en 1987. J'ai dit oui sans trop y réfléchir, surtout parce que cela faisait un moment que je n'avais rien de nouveau à l'horizon, et l'idée de passer quelques jours loin de ma pile de linge et de la maison silencieuse me semblait plus un plaisir qu'une tâche. Nous avons pris la route. Doug ne prend jamais l'avion, ce n'est pas naturel, a-t-il dit en tenant le volant comme si le ciel l'avait personnellement offensé. Nous avons donc chargé son Ford F-150 et sommes partis avec le lecteur cassette qui fredonnait et les fenêtres ouvertes. Pour un homme qui passe la plupart de ses journées en kaki repassé et polo de travail, il y avait quelque chose de presque poétique dans la manière dont il se détendait sur la route. Au début, nous ne parlions pas beaucoup. Doug n'est pas un grand bavard et j'ai toujours préféré la compagnie silencieuse à une conversation forcée. Mais quelque part entre Asheville et Cookeville, nous avons trouvé un rythme. Il m'a raconté des histoires que je n'avais jamais entendues auparavant. Les débuts de son bureau, ses fils qui vivent à l'ouest et l'ancien magasin de bricolage que son père tenait. Je hochais la tête, riais aux bons endroits et partageais quelques souvenirs. Puis est venu l'incident du Cracker Barrel. C'était en fin d'après-midi, nous venions de manger et je flânais dans la petite boutique à l'entrée pendant que Doug réglait l'addition. J'ai pris un petit ange en céramique qui tenait un panier de pommes. Il ressemblait à quelque chose que ma mère aurait gardé sur le rebord de la fenêtre. Cela faisait des mois que je n'y pensais plus. Elle était décédée il y a 3 ans et la plupart du temps, je rangeais ce chagrin bien à l'abri dans un tiroir. Mais en tenant cette petite figurine, tout m'est revenu d'un coup. Le silence de ma maison, le fait que je préparais encore 2 tasses de café par habitude, le message vocal de mon fils que je réécoutais juste pour entendre quelqu'un dire mon prénom. Je devais avoir l'air d'avoir vu un fantôme, car Doug est venu à côté de moi sans dire un mot et a posé sa main doucement sur mon épaule, pas d'une manière qui ferait tourner les têtes, juste un geste silencieux, comme s'il savait qu'une vague d'émotion montait en moi et ne voulait pas en faire un drame. J'ai cligné des yeux, posé l'ange sur l'étagère et suis sortie. Je pensais que prendre un peu d'air m'aiderait à me ressaisir, mais dès que je me suis assise sur cette chaise berçante en bois, les larmes sont venues, pas bruyantes, pas désordonnées, juste régulières. Je n'avais même pas remarqué que Doug m'avait suivi dehors jusqu'à ce qu'il s'assoie à côté de moi. « Elle te manque ?» m'a-t-il demandé d'une voix basse. J'ai hoché la tête. Tous les jours. Il ne m'a rien dit d'autre. Nous avons juste bercé, la brise était douce et je me souviens de l'odeur des pommes frites qui flottaient encore dans l'air. Finalement, j'ai ri, essuyé mes joues et lui ai dit de ne rien dire à personne au bureau. C'est là que j'ai dit ce que j'ai dit, que je le nierai de toutes mes forces. Ce soir-là, nous avons logé dans une auberge modeste juste à l'extérieur de Nashville, 2 chambres côte à côte, et nous avons agi comme si nous participions à un marathon d'entreprise au lieu d'assister à une conférence sur la responsabilité de l'assurance habitation. Doug a même apporté un porte-bloc, mais quelque part dans le tourbillon des plannings et des documents, il a fait quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. Après la première journée de panel et de conférence, il m'a demandé si je voulais prendre une voiture avec lui pour voir un peu les environs. Je pensais que c'était juste pour tuer le temps. Nous avons fini par arriver à un point de vue, tranquille près d'un lac. Le soleil se couchait et tout semblait se teinter d'or. Doug a sorti une petite glacière qu'il avait préparée, contenant un simple pique-nique. Des sandwichs au jambon, des tranches de pommes et ses biscuits au gingembre que j'avais mentionnés il y a des mois au bureau. Je ne pensais pas qu'il s'en souviendrait, et je dis en souriant, « Je me souviens de plus de choses que tu ne crois. » Il a répondu, « Nous avons mangé en silence, pas de musique, pas de distraction, juste le bruit du vent qui soufflait sur le lac et le doux grincement des portes du camion chaque fois que l'un de nous penchait un peu trop. » À un moment donné, il s'est tourné vers moi et m'a demandé, « Tu penses jamais à ce qui vient après ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Que pouvais-je dire? Que je n'avais aucune idée de qui j'étais sans ma routine, que les murs de ma maison résonnaient trop fort la nuit. Ouais, ai-je fini par dire, j'y pense tout le temps. Il a hoché la tête, moi aussi. Ce n'était pas romantique, pas exactement, mais ce n'était pas juste de l'amitié non plus. C'était cet étrange espace silencieux où 2 personnes reconnaissent qu'elles ont toutes les 2 vécu assez pour arrêter de prétendre.
Sur le chemin du retour à l'auberge, nous n'avons pas parlé, pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que certaines choses se vivent mieux dans le silence. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre et pensé que peut-être, juste peut-être, ce voyage n'était pas seulement une question de conférence ou de politique d'entreprise. Peut-être que c'était aussi une façon de se rappeler comment être vu, comment ressentir à nouveau quelque chose. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de ne pas juste occuper de l'espace, mais de faire partie de quelque chose qui se déroulait doucement, quelque chose qui n'avait pas besoin d'être nommé. Il nous restait encore quelques jours et j'avais le sentiment que la demande soudaine de Doug, quelle qu'elle fût, n'avait pas encore été pleinement révélée. Le lendemain matin a commencé lentement, comme une chanson qu'on fredonne sans s'en rendre compte. Je me suis levée tôt et ai fait une promenade dehors à l'auberge. Il y avait un petit coin de forêt de l'autre côté de la route, rien de sauvage, juste quelques arbres fins et de l'herbe qui collait aux chaussures. Je ne m'attendais à rien de spécial, mais c'était agréable de bouger, ce genre de bien-être qui n'a pas besoin d'explication. Doug m'a retrouvée dans la salle de petit déjeuner vers 7 heures. Il avait l'air pareil qu'à son habitude, chemise boutonnée, café dans une main, dossier dans l'autre. Mais quelque chose dans son visage semblait plus léger. Il m'a demandé si j'avais bien dormi et j'ai répondu que oui. Ce n'était pas tout à fait un mensonge, plutôt une demi-vérité polie. J'avais un peu tourné en rond dans le lit à penser au lac, au silence entre nous et à ce que tout cela pouvait bien signifier. Nous sommes repartis à la conférence et avons assisté à des panels sur des sujets comme l'optimisation des portefeuilles de couverture régionale ou l'avenir des sinistres en zone rurale. Ce n'était pas passionnant, mais il y avait un étrange réconfort à entendre des gens parler de sujets que je comprenais. Après des décennies dans le métier, je suivais le jargon comme on suit un vieil ami. Doug s'est penché vers moi pendant une intervention et a chuchoté. Si cet homme dit encore une fois densité des polices, je vais m'endormir les yeux ouverts. J'ai dû me mordre la joue pour ne pas éclater de rire. À midi, nous avons mangé dehors, assis sur un banc, chacun avec sa barquette de salade de poulet et un thé glacé sucré. Il faisait anormalement chaud pour la saison et la brise portait une légère odeur de chèvrefeuille. Doug n'a pas dit grand-chose au début. Il picorait son sandwich et regardait les gens autour de nous. Sans me regarder, il a dit « Je ne t'ai pas invité à ce voyage seulement pour la conférence. » Ça a capté mon attention. J'ai figé ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. « Ah bon ?» ai-je dit, gardant une voix neutre. La conférence en fait partie, bien sûr, mais il y a autre chose, quelque chose à quoi je réfléchis depuis un moment. Je ne l'ai pas pressé, Doug est le genre d'homme qui a besoin de temps pour dire les choses. Alors j'ai attendu, laissant le silence s'installer entre nous comme une douce invitation. Mon plus jeune fils m'a appelé il y a quelques semaines, a-t-il finalement dit. Il m'a demandé si j'avais pensé à la retraite. Il a dit que le moment était peut-être venu. J'ai cligné des yeux. Doug prendre sa retraite? Ce bureau, c'était son monde depuis plus longtemps que moi. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Ai-je demandé. Je lui ai dit que je ne savais pas, que je n'y avais peut-être jamais vraiment pensé. Il m'a alors lancé un regard, mais la vérité, c'est que si j'y ai pensé, je ne savais juste pas comment le dire à voix haute. J'ai hoché la tête lentement. C'était le même sentiment que j'avais eu en tenant cette figurine d'ange en céramique dans la boutique Cracker Barrel. Cette douleur sourde liée à la prise de conscience que le temps continue d'avancer, qu'on le veuille ou non. Je ne veux pas encore le dire à tout le bureau, a-t-il continué. Pas tout de suite, mais si je devais en parler à quelqu'un, je me suis dit que ce serait toi. Je ne m'attendais pas à la boule dans ma gorge. J'ai détourné les yeux une seconde, me concentrant sur une feuille qui tombait doucement d'un arbre. Tu es sûr de vouloir mon avis là-dessus? Je te fais confiance, a-t-il dit. Je l'ai toujours fait. J'ai pensé à toutes ces années passées dans ce bureau. Les beaux jours, les journées chargées et les calmes après une tempête, quand les gens venaient encore secouer mais reconnaissants. Doug avait toujours été là. L'idée qu'il n'y soit plus me paraissait étrange. Quelle que soit ta décision, ai-je dit doucement, tu resteras important pour cet endroit et pour beaucoup de gens. Il a souri d'un sourire discret, reconnaissant. Cet après-midi-là, nous avons fait l'impasse sur le dernier panel. Doug a dit qu'il voulait conduire un peu, aller voir une ville qu'il avait visitée avec ses fils quand ils étaient plus jeunes. Une petite ville nommée Franklin, à environ 20 minutes de là. Trottoir en briques, petits commerces familiaux et une vieille horloge qui sonnait toutes les heures. Nous nous sommes promenés dans la rue principale en jetant des coups d'œil dans les vitrines. Une boutique vendait des jouets en bois fait main, une autre avait des étagères pleines de vieux livres poussiéreux. Doug est entré dans une boutique d'antiquités pendant que je restais devant la vitrine d'une boulangerie. L'odeur de cannelle et de pâte fraîche m'a réveillé quelque chose en moi, peut-être un souvenir ou peut-être juste la faim. Parfois, c'est difficile à dire. Quand il est ressorti, il tenait un petit paquet enveloppé dans du papier craft. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « Quelque chose pour le bureau,
a-t-il dit vaguement, mais ses yeux disaient qu'il y avait plus que ça. Je n'ai pas insisté. J'avais appris avec le temps qu'avec Doug, certaines choses se révélaient à leur propre rythme. Nous sommes rentrés pendant que le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur la route. Doug ne parlait pas beaucoup, mais il tapotait le volant en rythme avec une chanson à la radio, une de ces vieilles chansons qui te font te sentir à nouveau comme si tu avais 17 ans, peu importe ton âge. Une fois à l'auberge, je suis restée un moment devant la porte de ma chambre. « Merci pour aujourd'hui », ai-je dit. Doug a hoché la tête. « Tu es une agréable compagnie, Marlene. »« Toi aussi. » Il a commencé à se retourner, puis s'est arrêté. « Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer demain avant qu'on rentre, un autre lac, taquiner quelque chose comme ça. » Je suis entrée dans ma chambre, la tête pleine de questions, mais curieusement, je n'étais pas agitée cette nuit-là. Je me suis endormie en pensant au trottoir de briques, au paquet en papier craft et à la manière dont Doug m'avait dit qu'il me faisait confiance. Peut-être que ce voyage, depuis le début, n'était pas seulement une question de police d'assurance ou de sinistre, mais plutôt de l'espace entre les gens, ces endroits où la confiance se construit lentement, comme des couches de peinture sur un mur familier. Je ne savais pas ce que Doug voulait me montrer le lendemain, mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais curieuse de la suite, pas seulement pour lui, mais aussi pour moi. Je me suis réveillée au chant des oiseaux et, pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. Le lit était trop mou pour être le mien, et la lumière du matin entrait différemment que par les rideaux de ma cuisine. Puis je me suis souvenue, Nashville, la conférence, la voix calme de Doug disant qu'il avait quelque chose à me montrer. Il était déjà dans le camion quand je suis sortie, buvant du café dans un gobelet en carton, écoutant un vieux morceau country. J'ai remarqué qu'il avait échangé son polo habituel contre une chemise en flanelle, ce qui le rendait presque décontracté, comme s'il appartenait à une autre époque. « Prête ?» a-t-il demandé. Autant que possible, nous avons quitté la ville, passant devant des champs encore humides de rosée. Je n'ai posé aucune question, ayant compris que parfois, les plans de Doug n'étaient pas vraiment une question de destination, mais d'attention au chemin. Il m'a montré un vieux dîner où il s'arrêtait autrefois, un tronçon de route qui avait été inondé au point qu'il avait dû pousser son camion dans l'eau jusqu'aux genoux, et une petite église blanche qui, selon lui, n'avait pas changé depuis 40 ans. Après environ 1 heure, nous nous sommes arrêtés dans une clairière tranquille au bout d'une petite route à 2 voies. Un panneau en bois fané, mais lisible indiquait « Cédar île préservée ». Un sentier serpentait à travers les bois, bordé de cornouillers et d'érables qui commençaient tout juste à bourgeonner. « J'emmenais mes garçons ici quand ils étaient petits », a-t-il dit en sortant et en s'étirant. J'ai pensé que ce serait bien de revoir l'endroit. Nous avons commencé à marcher. L'air était frais et sentait la terre humide, les oiseaux chantaient dans les branches et les feuilles frémissaient doucement au-dessus de nous. Doug n'a pas parlé tout de suite. Nous marchions côte à côte, laissant le silence nous envelopper comme un vieux manteau familier. C'est ici que j'ai pensé, pour la première fois, à quitter le métier. Un jour, a-t-il dit soudain. Je me suis tournée vers lui et il a hoché la tête. Après une semaine difficile, j'avais raté le récital de mon fils à cause d'un rendez-vous client. Je me suis assis là sur ce banc et je me suis demandé ce que je faisais. J'ai suivi son regard, le banc était usé, vieilli, mais il avait une certaine dignité tranquille. Nous nous sommes assis et Doug s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. « Je n'ai jamais raconté ça à personne, » dit-il, même pas à mes garçons. « Pourquoi moi ?» demandai-je. Il prit une longue inspiration. « Parce que tu comprends ce que ça signifie de rester, de porter quelque chose pendant longtemps, et parce que je te fais confiance pour me dire la vérité. » Je regardais les arbres, puis mes mains posées sur mes genoux, les doigts entrelacés. « La vérité, c'est que je pense que tu as mérité le droit de lâcher prise, si c'est ce que tu veux, dit Doug lentement. Et si ce n'est pas le cas, alors peut-être que ce voyage est juste ta façon de vérifier où tu en es, voir si la route te semble encore la bonne sous tes bottes. » Il sourit à cela, un vrai sourire, du genre qui adoucit tout son visage. Nous restâmes silencieux encore un moment, puis nous terminâmes la boucle du sentier et regagnâmes le camion. En chemin, le ciel se couvrit légèrement, la lumière devint douce et grise. Doug ne mit pas de musique cette fois, juste le doux ronronnement de la route sous nous. De retour à l'auberge, nous nous séparâmes pour un temps. Je partis dans un petit café au bout de la rue pour écrire des cartes postales à mes fils, chose que je n'avais pas faite depuis des années. Je leur racontais le temps, la vue du sentier et les biscuits au gingembre. Je ne dis rien à propos de Doug. Certaines choses, j'ai appris, méritent d'être regardées précieusement un moment. Ce soir-là, Doug frappa à ma porte. Il tenait le paquet enveloppé de papier brun qu'il avait acheté à Franklin. « Je me suis dit que tu pourrais aussi bien l'ouvrir, » dit-il. Je le pris délicatement, défaisant la ficelle. À l'intérieur se trouvait un petit cadre en bois gravé de fines lianes et de minuscules oiseaux. C'était simple mais fait avec soin.
dit-il. Il m'a fait penser à toi, forte, discrète, pas tapax en grave l'œil, juste importante. Ma gorge se serra. Merci Doug, c'est très gentil. Je me suis dit que tu pourrais y mettre une photo, quelque chose qui compte. Je hochai la tête. Je crois que je sais exactement laquelle. Nous nous assîmes sur le petit banc devant ma chambre, écoutant le vent dans les arbres et, au loin, quelqu'un qui riait dans le couloir. Je ne suis pas douée pour dire les choses comme il faut, dit Doug après un moment. Je ne l'ai jamais été. Tu n'as pas besoin de l'être, répondis-je. Parfois, être là, ça suffit. Il me regarda, puis tourna les yeux vers le parking où son vieux camion reposait sous un lampadaire vacillant. J'ai pensé à demander de l'aide pour gérer le bureau, dit-il. Pas pour passer la main, juste partager le poids. Je glissai doucement vers la suite. J'attendis. Je savais ce qui venait, mais je voulais l'entendre. Je me demandais si tu y réfléchirais, pas juste pour le travail, pour la compagnie. Mon cœur fit quelque chose d'étrange à ce moment-là, pas un bond, pas un frisson, plutôt comme un tambour régulier retrouvant son rythme. Tu le penses vraiment ? demandai-je. Il hocha la tête. Je ne vois personne de mieux placé. Je ne répondis pas tout de suite. Je regardais la lumière décliner, pensais à toutes les années derrière nous, au sentier tranquille dans les bois, à l'ange en céramique dans la boutique Cracker Barrel et au cadre photo entre mes mains. Je vais y réfléchir, dis-je en croisant son regard. Mais je peux te dire une chose, Doug, je n'ai pas ressenti cette sérénité depuis longtemps. Il ne répondit pas, posa simplement sa main sur son genou et hocha la tête, comme si c'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Nous restâmes là encore un moment, deux personnes pas tout à fait au bout de leur chemin, pas encore tout à fait devenues ce qu'elles étaient censées être. Et même si aucun de nous ne le dit, je savais que nous n'étions plus simplement en voyage. Nous étions à l'aube de quelque chose de différent, quelque chose de discrètement porteur d'espoir, comme le printemps qui attend sous la surface. Et il restait encore un jour. Le lendemain matin, je fis ma valise avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'air était devenu frais dans la nuit et, quand je sortis, l'odeur des feuilles humides et du café fraîchement infusé flottait dans l'air. Doug était déjà au camion, un pied sur le marchepied, tenant 2 gobelets. « J'espère que tu prends toujours le tien avec de la crème, » dit-il en m'entendant. « Toujours, répondis-je en prenant la tasse. Nos doigts ne se touchèrent pas, il n'en avait pas besoin. Il nous restait encore une dernière étape avant de rentrer chez nous. Doug a dit que c'était sur le chemin, ce que je soupçonnais de ne pas être tout à fait vrai, mais ça ne me dérangeait pas. Il y avait quelque chose dans le rythme des derniers jours qui me faisait sentir que la vie n'avait pas besoin d'être pressée. Cette fois, nous avons pris une route plus calme, serpentant à travers des villes qui semblaient avoir oublié le concept d'urgence. Je me suis retrouvée à m'appuyer contre la vitre, regardant les balançoires de Porsche et les jardinières, les filets flous. Nous avons fini par arriver dans un cimetière à la sortie d'une petite ville appelée le Bananal. Doug a garé le camion et s'est tourné vers moi avec un regard plus doux que d'habitude. « Je ne suis pas venu ici depuis un moment », a-t-il dit. Nous sommes sortis et il a pris la tête en suivant un étroit chemin de gravier. Les arbres ici étaient plus anciens, leurs troncs épais et patients. Finalement, nous nous sommes arrêtés devant une pierre tombale modeste avec le nom Hélène gravé dessus. Pas de titre, pas de citation, juste un prénom et 2 dates. « Ma femme », murmura Doug. « Elle est décédée en 88, complications après une opération. » J'ai hoché la tête, les mots coincés dans ma gorge. Il s'est agenouillé un instant, a chassé quelques feuilles, puis s'est relevé. Avant, je pensais que je devais tout garder enfermé, a-t-il continué, pour les enfants, pour le bureau, pour moi-même. Peut-être que je ne croyais pas qu'il y avait de la place pour ressentir autre chose. Et maintenant ? ai-je demandé. Maintenant, je me demande si à trop s'accrocher, on ne finit pas par rater ce qui est encore devant nous. Nous sommes restés en silence. Je n'ai pas essayé de le réconforter. Je n'ai pas dit que tout irait bien. Je suis juste restée à ses côtés et cela m'a semblé suffisant. Sur le chemin du retour au camion, Doug a dit « Tu me fais penser à elle, pas parce que vous vous ressemblez ou agissez de la même manière, juste quelque chose dans ta façon de porter les choses. » Une force tranquille, c'est tout ce qu'il a dit à propos d'Hélène. Ensuite, nous avons repris la route vers l'autoroute, vers le monde que nous connaissions tous les deux et qui nous attendait. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le reste du trajet, pas parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire, mais parce que nous avions déjà dit l'essentiel. J'ai regardé les arbres s'éclaircir, les collines devenir des routes plates et les panneaux routiers redevenir familiers. Quand nous sommes enfin arrivés en ville, j'ai ressenti ce petit tiraillement dans la poitrine que j'ai toujours en revenant d'un endroit qui m'a appris quelque chose que je ne savais pas devoir apprendre. Le soleil était bas et les bâtiments projetaient de longues ombres sur les trottoirs familiers.
Doug a garé le camion sur le parking derrière notre bureau, a coupé le moteur et s'est tourné vers moi. « Tu n'as pas besoin de décider aujourd'hui, » a-t-il dit. « Pourquoi ? Je veux dire. » J'ai regardé sa main reposant sur le levier de vitesse, son visage calme mais plein d'attente. « J'ai déjà décidé, » dis-je. « Je vais le faire, j'en ai envie. » Ses épaules se sont détendues et, pendant un instant, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à du soulagement dans ses yeux. « J'espérais que tu dirais ça, » murmura-t-il. Nous sommes sortis et restés un moment à côté de nos voitures, enveloppés par le calme du début de soirée. « Tu sais, » dis-je, « je ne crois pas que tout cela ait vraiment été à propos de la conférence. » Doug a souri. Ça ne l'était pas. Alors c'était à propos de quoi? Il a levé les yeux vers le ciel, puis m'a regardé. De laisser quelqu'un me voir et de voir si j'étais prêt à voir quelqu'un d'autre aussi. Cela m'est resté en tête pendant que je rentrais chez moi. Ma maison était exactement comme je l'avais laissée, calme, propre, un peu trop silencieuse, mais quelque chose était différent. Pas dans les murs ou les meubles, mais en moi. J'ai posé le cadre en bois que Doug m'avait offert sur la table près de la fenêtre et j'y ai placé une photo. C'était celle de l'équipe du bureau, prise il y a quelques années, tout le monde riant pendant un déjeuner d'anniversaire. Doug plissait les yeux sous le soleil avec ce demi-sourire qu'il a quand il essaie de ne pas trop montrer qu'il s'amuse. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et j'ai préparé du café, non pas parce que j'attendais quelqu'un, mais parce que ça ressemblait au début de quelque chose de nouveau. Cette habitude ne faisait plus mal comme avant, elle semblait pleine d'espoir. Au bureau, Doug était déjà là, en train de chipoter le thermostat comme d'habitude. Il m'a tendu une chemise cartonnée et a dit « Bienvenue dans la gestion, Jerry ». Ça faisait du bien, c'était vrai. Nous avons trouvé notre rythme facilement. Pas grand-chose n'avait changé, sauf ma façon de vivre la journée. Je voyais les choses autrement maintenant. La façon dont les gens traînaient un peu plus longtemps à l'accueil, la manière dont Doug tapotait toujours 2 fois son stylo avant de refermer un dossier. Des détails, mais il semblait faire partie de quelque chose de plus grand. Plus tard dans l'après-midi, Doug a passé la tête par la porte de mon bureau. Je pensais, a-t-il dit, peut-être qu'on pourrait refaire ce sentier un jour. Celui de Cedar Hill. Ouais, ça pourrait nous faire du bien à tous les deux. J'ai souri. J'aimerais ça. Il est resté là une seconde, puis a fait un petit signe de tête et a disparu dans le couloir. Je me suis adossée à ma chaise, la lumière du soir s'étalait sur mon bureau. Dehors, les arbres commençaient tout juste à bourgeonner et le monde semblait à nouveau plein. Pas d'une manière bruyante, mais d'une manière tranquille et constante, comme si quelque chose de longtemps porté avait enfin été déposé et qu'à sa place, quelque chose de nouveau commençait à pousser. La demande soudaine de mon patron s'était révélée être bien plus qu'un souvenir inoubliable. C'était une porte, une ouverture lente et prudente vers quelque chose d'inattendu. Pas une romance, pas un drame, juste un espace partagé, une chance d'être vu et de voir quelqu'un d'autre en retour. Et pour moi, c'était déjà plus que suffisant.